je pensais, et je le pense encore, que nous sommes fragiles et nous sommes potentiellement dans une sorte de... 13 minutes 40. Nous sommes menacés par d'autres formes de pandémie. Dans un livre que j'ai écrit qui s'appelait Géopolitique des moustiques, je rappelais, ce qui est la vérité, que 60 départements français, encore une fois, le pays tempéré, 60 départements français sont habités par des moustiques qui potentiellement peuvent transporter le virus de la dengue. Et alors, franchement, c'est pas agréable d'avoir la Covid, mais avoir la dengue, c'est pire, parce qu'il y a 4 dingues, les 4 sont, quand vous avez la deuxième fois, vous n'êtes pas immunisé du tout par la première. Vous avez eu le problème avec Sanofi, que c'est pas du tout évident de faire un vaccin sur la dengue. Donc, ça veut dire que, potentiellement, c'est là. Et là, alors, on entre encore dans ces affaires très intéressantes, sur les questions d'échelle. Parce que là, on a parlé un peu globalement. Mais regardez, question d'échelle qui est intéressante. Je vais à Toulouse pour une rencontre de l'ONG que nous avons, enfin l'association que nous avons créée avec la Compagnie nationale du Rhône et Elisabeth Hérault, qui s'appelle Initiative pour l'avenir des grands fleuves. On travaille avec l'agence à Dour-Garonne, et puis on travaille avec le maire de Toulouse qui dit j'ai plus d'eau dans la Garonne. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus d'eau dans la Garonne. Donc on fait quoi? Alors on dit c'est à cause du maïs, très bien, c'est une des raisons, mais c'est pas seulement ça. Et je prends ma petite voiture et je fais Toulouse-Bordeaux. Et Toulouse-Bordeaux, je vois des élevages de canards. Et je vois dans chaque à côté, chaque ferme, où il y a des élevages de canards, une mare. Et je dis, mais cette mare, c'est un gîte larvaire absolument formidable. Ils disent, oui, mais c'est bien parce que c'est petit. Alors que si on avait refait une retenue d'eau à 5 km, plus importante, avec autant d'eau qu'il était nécessaire, ça aurait été beaucoup moins dangereux parce qu'un moustique, il ne circule pas plus de 500 mètres. Donc, vous avez là une question globale à régler et vous avez de l'idéologie qui doit aborder ces questions. Donc, et il y a un rendez-vous que tous les pays vont devoir avoir, et notamment la France, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère une ressource de plus en plus rare et de plus en plus irrégulière qui s'appelle l'eau. Et ça va être un grand rendez-vous. Et c'est, voilà, donc vous voyez, ce que je On fais... a beaucoup parlé des guerres de l'eau, et souvent pour dire que non, c'était pas le cas, que les causes étaient ailleurs, que l'eau pouvait être éventuellement un facteur aggravant. Vous pensez que, en termes géopolitiques, l'eau est l'un des sujets majeurs dans les années qui viennent? Alors, à mon sens, c'est un sujet majeur. J'ai fait pas mal de conférences à l'école de guerre sur la question de l'eau. C'est un sujet absolument majeur. Pourquoi? Parce que, il y a un grand tabou, il y a la question de la démographie, qu'on ne veut pas aborder, parce qu'il y a une sorte de mélange avec les religions. Le président Macron, qui a abordé ce sujet sur l'Afrique de l'Ouest, s'est fait reprendre de volée. Et effectivement, quand quand des Occidentaux notamment parlent de cela, tout à fait, il y a, bien sûr, c'est notre richesse, etc. Alors, je connais le Sahel qui est vraiment ma deuxième patrie, où je ne peux plus aller parce que je serais pris en otage dans la seconde. Comment imaginer, quand on a été une demi-heure dans le Sahel, qu'on va pouvoir offrir un avenir à 150 millions de jeunes dans les 3 pays du Sahel. Ceux qui ont une solution, qu'ils me l'apportent. J'aimerais bien savoir. Ce même Michel Lefebvre, il me disait, quand on construit un vaisseau spatial, d'après toi, quelle est la première question qu'on se pose? Alors, machin, je disais tout ça, non. La première question qu'on se pose, c'est combien de personnes il y aura dans ce vaisseau spatial? Donc, il y a ce genre de questions. Donc, d'abord, il y a cette tension démographique. Mais pire que cette tension démographique, il y a la concentration. C'est-à-dire, il y a la concentration dans les villes, qui, toute ville, la plupart des villes, 9/10 des villes, sont sur bord de rivage. Rivage de fleuve et rivage de mer. Pourquoi? Pour être
avoir une sorte de Wi-Fi naturel, pour être connectés dans des Wi-Fi naturels. Donc ils sont là. Donc fragiles, voire précédemment avec les montées des eaux ou les assèchements. Donc quand on s'égorgeait pour avoir de l'eau autour d'un puits, ça mettait un peu d'animation dans le désert, on n'a pas Netflix. Mais là, comment ça va se passer? Vous avez 2 métropoles de 10 millions d'habitants qui se battent sur le même fleuve. Comment ça va se passer entre Addis Abeba et puis à l'autre bout, le Caire, avec maintenant, avec tout ce qu'on fait, Alexandrie, 30 millions d'habitants. Comment est-ce qu'on fait? Alors, voilà, c'est vrai, je sais que la solution, ça implique le développement, mais il faut aussi ne pas être dans le déni. Vous voyez, c'est ce genre de questions-là. Donc, et la tension est là en France, parce que ce que je vous ai dit sur les fleuves, c'est différent sur la Seine, c'est différent sur la Loire, mais je vois dans la Bretagne, ma chère Bretagne, vous avez non seulement des questions de qualité de l'eau, c'est-à-dire parce qu'il y a des algues vertes, etc. Une raison géologique extrêmement simple, c'est qu'il y a une plaque de granit et que vous n'avez pas de phréatique. C'est-à-dire tout ce qui tombe dans l'eau, avec 30 mètres, boum, ça rebondit, ça glisse sur la nappe phréatique et ça va dans l'eau. Donc, vous avez des problèmes évidemment de pollution parce que, avantage inconvénient, quand on fait une connerie, ça se voit. Ailleurs, non. Donc peut-être vaut-il mieux que ça se voit. Bon, ça. Mais vous avez encore déjà des raretés, c'est-à-dire chaque été, en Ille-et-Vilaine et dans certains endroits, vous avez des problèmes de manque d'eau. Donc comment est-ce qu'on va faire? Non, ça va être la grande question. Et ça va être et avec une question qui va se poser, c'est-à-dire comment on partage. Alors évidemment, il faut avec une planète de plus en plus peuplée au niveau global. Et au niveau global, et surtout concentrée. On me dit, ah mais ça va être partout. Mais attendez, les gens, ils n'ont pas envie d'être partout. D'autant plus que on a concentré les humains dans les villes en donnant de moins en moins de possibilités aux agriculteurs de rester dans les campagnes, en industrialisant un maximum l'agriculture pour avoir des produits alimentaires de moins en moins chers. Et comme on a peur des troubles dans les villes, eh bien, on donne des produits encore moins chers au détriment des agriculteurs qui quittent les milieux ruraux. Je mets encore sens de revenir en arrière. On peut. Tout de suite là. La question de revenir en arrière, c'est la question des échanges. Non, je veux dire, quand il revient en arrière, c'est éviter le scénario catastrophe que vous nous déroulez. On a encore 9 minutes. Combien? Moi, je pense que 9 minutes. Ah, on a encore 9 minutes, bah, c'est bon. Vous avez le temps de quoi à boire des cafés? Ah bah je continue à boire mon café, alors venez, on retourne là-bas. L'échelle, comment est-ce qu'on peut agir? Je commence à avoir des doutes sur la capacité d'un État à organiser des transitions. Parce qu'il est pris en otage par différentes des logiques qui peuvent se défendre. Et que la notion de l'État, l'échelle de l'État, c'est trop gros parce qu'il y a de moins en moins le sentiment d'unité nationale et que c'est trop petit parce que ça se passe ailleurs. Une politique énergétique nationale n'a pas de sens si elle n'est pas européenne. Vraiment. Et moi, alors ma conviction maintenant, après avoir été un vrai jacobin, vraiment, moi je suis à la fois régionaliste et européen. Donc, enfin, il y a une présidente de commission européenne qui ne soit pas les guignols précédents, aujourd'hui. Respect pour Madame von der Leyen, respect. Parce que ce qu'on a eu, c'était quand même des pantins de l'impuissance. Et qui étaient faits pour ça. Donc, pour moi, j'avais mal à l'Europe comme pas possible. Et on en parlait récemment. J'ai assisté au niveau en dessous, en juin 2019, à ce qu'on avait appelé la Brescope, à Saint-Brieuc. Il y avait les 1250 parties prenantes, c'est-à-dire tous les gens dans tous les domaines qui sont dynamiques en Bretagne, qui savent que la Bretagne a, grâce à son modèle, la Bretagne a pu sortir d'une vraie pauvreté
Moi, je suis né en 47, jusqu'à la fin des années 50, la Bretagne, c'était la terre battue dans beaucoup d'endroits, c'était les chiottes au bout du jardin, c'était tout ça. Donc j'ai vu monter ça, avec un prix pour l'environnement. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a réussi ce premier débat, ce premier challenge, qu'est-ce qu'on fait après? Et c'était passionnant, parce qu'il y avait les agriculteurs, les transformateurs, il y avait les industriels, il y avait les universitaires. C'est ça qui vous occupe le plus en ce moment? Ah, moi, je suis passionné par ça. Comme j'ai aucun moyen de parler au niveau européen, je ne sais pas comment d'ailleurs en ce moment, mais je suis absolument passionné par ça, parce que là, il y a des solutions. Comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire les élevages porcins qui ont permis, et de volailles qui ont permis cette sortie de la Bretagne de cette misère, on peut les faire évoluer petit à petit, en respectant mieux, en montant en gamme, en contrôlant, en mettant un moratoire. Ça va être un des éléments sur lesquels on va discuter. Ça me passionne. Ça me passionne de voir, parce que c'est suffisamment grand pour avoir un laboratoire de taille suffisante, comme les essais, les phases 3 dans les vaccins. Vous voyez, c'est pas du tout un petit truc. Moi, j'aime bien ce que fait Rabis, c'est formidable, mais moi, je suis colibri, mais dopé. Pour moi, j'aime bien quand il y a 300 000 colibris. Mais à 3 colibris, je préfère qu'il y en ait un peu plus. Donc, je suis absolument passionné par ça, et en disant, pourquoi on ne fait pas ça ailleurs? Pourquoi on ne fait pas ça ailleurs? Donc, et je suis effrayé par... et là, il faut qu'on se batte, et là, c'est votre rôle, à mon petit niveau, c'est le mien, pour 2 questions majeures. La première question, c'est comment donne-t-on de la valeur au temps long dans les démocraties? Comment? Vous voyez bien que de plus en plus de gens, c'est un enjeu majeur, doutent de la capacité des démocraties à résoudre les questions du long terme. Et d'ailleurs, ils font tout pour qu'elles ne soient pas capables de ça. Enfin, ils doutent de ça. Dont la tentation d'être avec des régimes autoritaires. Et on dit de toute façon, il ne faut pas, donc c'est Poutine, c'est tout le monde, etc. Donc la démocratie est en grand péril pour cette raison-là. Parce qu'elle n'est pas censée s'occuper du long terme, c'est ça? Mais de moins en moins. Puisque maintenant on disait, bon, au moins le temps d'un mandat, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on avait le temps. Maintenant non, puisqu'on est remis en cause de façon permanente. À la fois par les chaînes continues, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, etc. Donc la légitimité est complètement remise en cause. Donc moi, si j'étais séiste, je reprendrais ma petite casquette de conseiller d'État et je regarderais un peu ce que ça donne, c'est-à-dire la démocratie, comment redonner. Moi, j'étais très sceptique sur la convention citoyenne. Mais bon, vous voyez, c'est un des éléments, ça a amené. Après, on a ruiné un peu les éléments. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième menace, qui est absolument terrible, c'est la menace du savoir, de la perte de confiance sur le savoir. Et ça, pourquoi? Parce que comme les mécanismes sont complexes, on est pris de vertige, saisi de vertige. Donc on préfère du faux, même s'il est simple. Si jamais on retisse pas un lien de confiance avec le savoir, là, c'est la barbarie. Merci Eric Orcella. Donc, essayons de rehausser, de redonner du lustre au long terme, de ne pas laisser ce monopole au régime autoritaire, et aussi de réhabiliter le savoir qui, effectivement, est extrêmement attaqué en ce moment. Merci Eric. Merci. Donc aujourd'hui, mon thème, du coup, grâce à vous, c'est les entreprises familiales et leur contribution à l'économie. Voilà. Alors, quand vous parlez au micro, alors faut vous rapprocher beaucoup plus. Hein. Regardez moi où je suis par rapport à mon micro. Voilà, comme moi. Oui. Et levez-le parce que vous êtes grand. Donc voilà, levez-le à votre hauteur pour être confortablement installé et pour être détendu.
Alors par contre, Pierre-Yves Laurent, je vous ai pas trouvé sur LinkedIn. Vous n'êtes pas. Vous n'avez pas bien cherché. Il veut pas me donner votre. Il me donne plein de Pierre Laurent, mais pas vous. Bah, Pierre-Yves Laurent. Oui, il me donne plein de Pierre-Yves, mais je suis pas encore tombée sur vous hier. Je vais vous chercher, je vais vous trouver. Du coup, parce que la veille, je rappelle l'adresse, tout, le petit rendez-vous, l'heure. Et du coup, j'ai pas pu vous le faire. Je suis désolée. J'avais toutes les infos visiblement. Ouais. Non, mais je vous ai envoyé un petit mail aussi. Vous l'avez eu sans doute. Non. Ah bon? J'ai pas eu mon adresse mail non plus. Ah si, j'ai tout. Je sais pas, je sais pas. Alors, vous êtes installé en France. Où ça? Alors nous sommes installés en Charente, juste à côté d'Angoulême, à 15 km d'Angoulême. Depuis le début de l'aventure Lippi. Et du coup, vous distribuez comment? Par un réseau? On va en parler, faudra m'en parler de tout ça. Hein. Ouais, on distribue en grande surface, marchand de matériaux, ce qu'on appelle. Vous êtes chez les marchands de matériaux, pas genre Leroy Merlin, Non. Castorama? Non, marchand de matériaux. Et après, beaucoup de professionnels, des paysagistes. Ah oui, d'accord. Et un tout petit peu des particuliers. Mais c'est essentiellement des professionnels et des enseignes de marchands de matériaux. Et nous, le particulier, si on a envie de faire appel à vos services, on peut pas? Pas en direct, pas sur toute la gamme, mais c'est des projets qui sont en cours. Ah, vous envisagez de faire un site de vente en direct? Donc on peut parler du numérique pour vous, Ouais, c'est un sujet numérique. le digital. Ouais. De toute façon, je vais vous demander vos besoins, vos souhaits de développement, enfin ce genre de trucs classiques. Quoi. Bon, on va attaquer. On réattaque. Comment on voit quand on est à l'antenne et quand on l'est pas? Le on-air est rouge dès que on prend l'antenne. Attention. C'est qui? Après cette pause musicale, eh bien, nous voici de retour au bar de l'économie. C'est Florence Sueur, bien sûr, toujours au micro. Aujourd'hui, nous parlons des entreprises familiales et de leur contribution à l'économie. Et pour cela, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Pierre-Yves Laurent, responsable de la marque pour Lippi, qui conçoit et fabrique depuis 1963 des portails, des clôtures, des mobiliers, des accessoires. On en parle dans quelques minutes. Et puis Franck Cholet, directeur financier de Septodon. Alors, comme je le disais en introduction, Septodon, c'est plus de 80 ans d'expérience dédiée aux produits innovants pour le monde dentaire. Alors évidemment, forcément, il y a un petit peu de tout, hein, de l'empreinte, de la désinfection, du nettoyage, de l'hygiène bucco-dentaire, des seringues, on en parlera dans quelques minutes, des produits anesthésiants, j'imagine. Mais en tout cas, ce que je note, Franck Cholet, c'est que vous avez une présence internationale. Vous êtes à peu près 1900 salariés sur 150 pays, 5 continents. Expliquez-nous un petit peu cette histoire familiale pour Septodon. Alors, Septodon, c'est une ETI française qui a été créée en 1930 par les grands-parents de l'actuel président, qui est Olivier Schiller. Cette entreprise est spécialisée dans l'anesthésique dentaire et petit à petit s'est implantée dans les différents pays, soit avec des filiales, soit avec des importateurs. Donc c'est pour ça que maintenant on vend dans 150 pays, avec soit une présence directe, soit avec un réseau de distribution sur place. Alors, quel est pour vous l'avantage d'être une entreprise familiale? Alors, entreprise familiale, c'est surtout l'importance pour moi d'être une ETI, qui est une société de taille moyenne et qui permet d'être assez flexible. Alors, ETI, on va dire à nos auditeurs que ça veut dire entreprise de taille intermédiaire. Voilà. Donc, c'est des entreprises de taille moyenne. Qui exportent beaucoup, qui investissent énormément sur le territoire. Si on compare par rapport à l'Allemagne, la France a un déficit assez important d'ETI et c'est un vivier assez important pour l'économie et l'industrialisation des territoires. L'avantage, c'est que finalement, dans ces histoires familiales, il y a un gros pourcentage qui est dédié à la recherche et développement, en tout cas à l'investissement également. C'est bien ça? L'intérêt fondamental, c'est que l'actionnaire est profondément attaché à son entreprise et réinvestit l'intégralité des résultats dans la société. Donc on le voit avec un petit peu de croissance externe, avec des acquisitions possibles, et puis le besoin d'innover pour continuer à accroître, à agrandir et à sécuriser nos business. Donc nous, on investit 6% de notre chiffre d'affaires en R&D.
On a un centre de recherche à Saint-Maur où on a environ 40 ingénieurs qui développent et qui améliorent nos produits. Ça, c'est très important, donc toujours en recherche de produits nouveaux. Alors, vous faites de la recherche dans tous les domaines du dentaire, ou bien il y a des spécificités particulières en interne et d'autres que vous allez chercher à l'extérieur? Non, on travaille surtout sur les segments sur lesquels on a déjà des compétences. Le dentaire, c'est extrêmement large. Ça va, comme vous l'avez dit en introduction, de la désinfection à l'anesthésique. Nous, on travaille sur la restauration, on travaille sur l'anesthésique. Surtout sur les produits, donc... Restauration, endodontie et anesthésique. Il y a plein de différents consommables sur lesquels des concurrents sont déjà mieux implantés que nous et on n'investit pas sur ces segments-là. Alors, quand on dit entreprise familiale, on pense à plusieurs membres de la famille. Est-ce que c'est le cas pour Septodon ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul membre de la famille qui est à la tête ou qui fait partie des dirigeants du groupe? Dans la société, sur les 1900 collaborateurs, il y a deux personnes qui travaillent pour la société. Olivier Gillard, qui est le président, et son père, qui intervient en tant que président du conseil de surveillance. Mais c'est les deux collaborateurs, les deux personnes qui sont impliquées dans la gestion de la société. Quand on travaille dans une entreprise de taille intermédiaire et une entreprise en plus familiale, j'imagine que c'est beaucoup plus humain que des plus grosses sociétés où finalement les actionnaires, ce n'est pas l'argent de leur poche finalement. J'imagine que la gestion est différente et le contact humain est différent. Je sais pas le qualifier. C'est une entreprise qui reste assez grande, très, très professionnelle. Le contact humain est assez important. La priorité, c'est la santé de nos collaborateurs. Pendant la pandémie, c'était une des premières priorités, c'est de s'assurer que l'intégralité de nos collaborateurs pouvait travailler dans des conditions de sécurité exemplaires. C'est ce qu'on continue à faire. Le contact est important parce que le nombre de niveaux hiérarchiques est assez réduit. Donc tout le monde peut voir le président. La porte est ouverte facilement, on peut prendre rendez-vous si on a quelque chose à dire et on y va. Ouais. Ensuite, on est sur 4 sites en Ile-de-France. Ils visitent les différents sites, même à l'étranger, un peu moins en ce moment avec la pandémie, mais oui, il est assez alors justement, la pandémie, vous dites que la priorité pour Septodon, ça a été la santé des salariés. J'imagine que la pandémie a aussi impacté vos activités. Déjà, qu'avez-vous fait pour protéger vos salariés? Est-ce que vous avez tout de suite mis en place le télétravail? Est-ce que vous avez pris des mesures particulières? Alors, on a pris au-delà le télétravail est une mesure, mais on a pris on a revu l'intégralité des postes de travail et des protocoles de circulation dans l'usine. Le télétravail, on l'a mis en place le plus possible là où c'est possible. Ensuite, on est une entreprise industrielle, donc on produit sur site. Donc il a fallu qu'on adapte notre organisation de production à ces contraintes de distanciation, avec historiquement des couloirs où les personnes pouvaient se croiser. Donc on a revu les flux de circulation, on a revu le passage entre les équipes qui se faisait d'une autre manière qu'une rencontre physique entre deux équipes. Est-ce que ça vous oblige à produire différemment, moins, ou est-ce que vous arrivez à produire autant qu'avant? Ça a impacté notre capacité de production parce que comme les deux équipes ne se chevauchaient plus, il fallait arrêter les équipements et puis l'équipe d'après reprenait la production. Donc ça a impacté notre capacité de production. Alors Franck Cholet, vous êtes, je rappelle, le directeur financier de Septodon. Beaucoup d'innovations, bien sûr, chez Septodon. Et puis, on va parler aussi de l'outil industriel, car ce qui fait votre force, on l'a dit, c'est votre investissement, 6% dans la recherche, et puis l'investissement également en production. Vous allez investir plus de 4 millions d'euros. Donc ça, on va en reparler, parce que vous avez obtenu le soutien de la région Île-de-France pour cela, pour donc augmenter vos capacités ou les réorganiser, vous allez nous le dire. Mais tout d'abord, quels sont pour vous les produits phares? Et j'aimerais bien qu'on parle de ces deux seringues que vous avez sorties pour les dentistes, mais je pense que même pour le grand public, c'est intéressant de voir ces systèmes de seringues qu'on ne connaît pas.
D'accord. Donc notre cœur de métier, c'est l'anesthésie dentaire. Donc c'est une cartouche avec l'anesthésique. Donc le dentiste, il a besoin de l'injecter dans l'orsille du patient pour anesthésier son patient. On a mis sur le marché deux dispositifs. Un qui s'appelle Dentapen, qui est une seringue électronique qui permet au dentiste d'injecter de manière extrêmement régulière en maîtrisant le flux d'injection. C'est-à-dire que dans la cartouche, il y a une dose d'anesthésiant, Oui, c'est ça. et du coup, le dentiste, finalement, votre système aide. Soit il le fait manuellement et en fonction de sa force, il va injecter le liquide dans la gencive, soit il peut le faire maintenant électroniquement avec ce dispositif qui va s'assurer que le flux d'injection est complètement continu et donc complètement indolore pour le patient. Alors ça, c'est le premier système. C'est le premier système. Et le deuxième système que l'on a, qui s'appelle Ultra Safety Plus, avec sa version Twist qui va sortir, c'est un système qui permet aux dentistes de se protéger d'une piqûre accidentelle avec l'aiguille, puisque l'aiguille est en permanence protégée. Elle est rétractée, vous voulez dire finalement à l'intérieur, c'est le deuxième système. Donc le premier, c'est avec une cartouche qui aide à pousser le liquide, ça c'est Dentadon, hein, c'est bien ça? Dentapen, pardon. Et le deuxième, c'est à twist finalement, et c'est ça l'intérêt, c'est que on tourne. En tournant, il y a une action mécanique qui fait que l'aiguille va se rétracter et est complètement protégée, et donc une blessure accidentelle devient impossible. Et voilà, et ça c'est donc deux systèmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que vous ne pourriez pas les distribuer pour d'autres professions, ce système notamment de twist, où tout est incorporé, l'aiguille et la seringue? Alors, on n'a pas le réseau de distribution pour les autres professions, donc c'est pas quelque chose qu'on a dans nos tuyaux à ce jour. J'imagine que nos équipes marketing ont dû analyser le sujet. Donc c'est pas encore dans les tuyaux. Parce que vous distribuez tous vos produits. Bien sûr, le particulier ne peut pas acheter vos produits. Ça n'est réservé qu'à des professionnels. Donc du coup, vous distribuez comment? Donc on a différents modes de distribution. En France et en Belgique, on est en vente directe avec les dentistes. Donc on a un réseau de force de vente qui s'occupe de la promotion de nos produits, qui va prendre les commandes auprès des dentistes, qu'on livre depuis notre centre logistique de Croissy-Beaubourg. Sur les autres pays en Europe, on a des filiales de distribution qui distribuent aux dealers qui vont ensuite aux dentistes. Donc là, nos dealers, c'est les revendeurs. C'est les revendeurs qui ont des catalogues et qui vendent notre marque et d'autres marques. Et puis dans d'autres pays comme la Chine ou la Russie, on a un importateur exclusif qui s'occupe des actions marketing de nos produits et qui les distribue ensuite aux dealers puis aux dentistes. Donc pour Septodon, pour intégrer le marché donc, de la Russie et de la Chine, c'est obligatoire d'avoir des filiales sur place avec des sociétés. Non, là, on n'a pas de filiale parce qu'on passe par un importateur qui donc c'est carrément un importateur. Vous étiez obligé de passer par des sociétés donc bien implantées, j'imagine, en Russie, en Chine. On a besoin de passer par des acteurs locaux pour distribuer nos produits. Ensuite, c'est comment on s'intègre dans cette chaîne de valeur de distribution. Voilà, avec différents modèles, soit on arrive à vendre aux 20 ou 30 dealers qui vendent directement aux dentistes, soit on prend qu'un seul représentant qui lui va fournir les produits à ces 20 ou 30 dealers qui vendent ensuite aux dentistes. Ça dépendra de la composition du marché. Et parfois, je dis 20 ou 30 parce que c'est les scénarios de distribution qu'on trouve le plus en Europe, mais il y a des pays comme le Brésil où le nombre de dealers, de distributeurs qui vendent aux dentistes c'est plus de 300 ou plus de 400. Donc c'est quelque chose qu'on ne saurait pas gérer de manière efficace. Bien sûr. Et du coup, c'est une politique adaptée pour chaque pays, j'imagine. Oui, c'est ça. Il faut être assez pragmatique et s'adapter au marché, aux attentes du marché et à sa composition. Quel est le marché à l'international le plus important pour vous, pour Septodon, Franck Cholet? Alors, le marché le plus important pour Septodon, c'est l'Amérique du Nord. C'est le marché le plus significatif. Hein. On va faire une petite pause musicale, si vous voulez bien, Franck Cholet, et on revient dans quelques secondes avec vous. Alors, il va falloir rapprocher votre chaise, vous êtes trop loin. Est-ce que vous voulez boire un petit verre d'eau? Non, ça va? Oui, c'est Je vais rapprocher beaucoup plus. Hein. Il faut vraiment être très proche. Vraiment pas. Je suis désolé. Non, il faut rapprocher votre chaise. Non, c'est parce que vous êtes trop loin et du coup, vous allez être obligé de vous baisser.
faut vous coller à la table, comme Comme ça moi. Moi, je suis collée à la table. D'accord, là, ça sera mieux. Ouais, c'est très bien. Voilà. Excusez-moi. Magnifique. Là, je pousse le micro, mais on entend tous les petits bruits, mais pas. Si, on entend quand même, mais bon. Bah, oui, bien sûr. Oui. Ne va pas me stresser, mes invités, s'il te plaît. Non, mais Mais non, mais je leur dis qu'il faut parler. Il a bien compris, du coup, Pierre Oui, Laurent. ouais, c'est- Il est pas stressé. non, c'est bon. Non, mais c'est. Le micro Non, bah non, bah Non, mais c'est important que techniquement, Ah, soit- bah que oui, le mais- message passe bien. Donc, Bah, évidemment. moi, j'écoute le message, hein, Ah bah oui. et je veux que les Ça auditeurs sert à rien de l'écoutent aussi. venir ici, sinon. Bah oui. Ah ouais. Bon, on n'a pas parlé du chiffre d'affaires, je sais pas, en fait, je l'ai pas trouvé, tiens. 245 millions cette année. 292 l'année dernière. C'est les virgules. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais le C'est le virgule. directeur financier qui trouve les chiffres. Ah, ça sort là. Les chiffres. Ah ouais, ça porte là. Ah là, ça. Fallait commencer par ça. Ah ouais, là, c'est sûr que ça passe. La différence entre les deux, c'est la pandémie. Oui, bien sûr. Non, ce qui est intéressant également, c'est votre plan stratégique multi-annuel. Tiens, je veux bien qu'on en parle un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne se projette pas uniquement l'année d'après, mais qu'on a une vision à moyen terme. S'il faut, oui, c'est-à-dire que s'il faut réajuster en cours d'année, Ah oui. tous les trimestres, boum, c'est facile, on agit tout de suite. C'est ça l'avantage d'une entreprise familiale? L'avantage surtout, c'est d'essayer de regarder loin et pas, à la fin du trimestre. Philippe, tu m'as pas dit qui était la pause musicale tout à l'heure, et là maintenant c'est qui? Fabrice B, et là, c'est Synapson. Ouais, c'est pas grave. Synapson. Dis donc, pour demain, tu pourras me trouver le disque de Gad Elmaleh qui sort là en jazz avec la reprise de... Ah, bah, déjà, il faudrait qu'on ait Internet. Pourquoi on a... Ah non, on n'a pas Internet là. Il n'y a pas Internet ici. Là, aujourd'hui, ça fait 2 jours qu'on est en panne d'Internet. Et ça vient, je crois que ça vient d'Anguin. Bah, moi, j'ai Internet, moi. Oui, parce que c'est toi. Oui. Parce que tu es en 4G. Mais moi, je te parle d'Internet dans la radio. Là, on ne diffuse pas sur Internet, là, parce qu'on est en panne. Bon. Et donc, je ne peux pas faire de recherche. J'ai pas, je peux Ok, même bah, pas je vais aller la sur le faire site. tout à l'heure. Je la ferai cet après-midi. Je vais me le trouver moi-même. Je vais me les trouver moi-même, mes disques. Vous rendez on compte? peut pas vous écouter. Là. Comment? Alors, on voulait, mais on peut pas vous écouter. Non, on a la Si. radio là-bas. Non, mais on peut pas arrêter. Si. C'est pas ça. Bah moi, parce que là, on est en... Ah, pardon. Je vais vous expliquer après. Allez, on y retourne. On y retourne. Nous voici de retour au bar de l'économie. Florence Sueur au micro, accompagnée de Pierre-Yves Laurent pour la marque Lippi et de Franck Cholet pour la marque Septodon. On a fait 2 pauses musicales dans cette émission. La première, c'était Fabrice B, si vous vous êtes posé la question. Et celle-ci, c'était le groupe Synapson. Alors, on revient avec vous, Franck Cholet, autour de Septodon. Vous êtes le directeur financier. L'intérêt dans une société, une entreprise familiale et leur contribution à l'économie, c'est pas rien pour Septodon. 245 millions de chiffre d'affaires pour cette année. Bien sûr, la pandémie a dû affecter un petit peu votre chiffre d'affaires, mais vous êtes quand même représenté sur 150 pays, sur 5 continents. Qu'est-ce que c'est que vos plans? Comment faites-vous vos plans annuels ou multi-annuels? Quelle stratégie menez-vous? La stratégie qu'on mène, c'est une stratégie à moyen terme. Essayer de regarder à 4 à 5 ans où on veut aller et comment on y va. On n'est pas un groupe coté, donc le résultat du trimestre n'est pas vital pour nous. Ce qu'il faut par contre, c'est s'assurer de la continuité, de l'amélioration de la performance en donnant une feuille de route et de s'assurer comment atteindre nos objectifs en visant à 3, 4, 5 ans et en s'assurant qu'on reste sur cette feuille de route-là. Donc le court terme est important, mais un petit peu moins que dans une société cotée sur laquelle le résultat du trimestre est assez important par rapport au cours de l'action. On a nos engagements bancaires, on doit maintenir un niveau de rentabilité pour financer notre croissance, Votre développement, projet, notre développement. vos nouveaux produits, enfin ce genre de choses. Mais l'ambition, c'est de regarder pas le lendemain, mais les années qui suivent et s'assurer qu'on va dans la bonne direction.
Alors vous nous avez dit faire en interne le développement des produits anesthésiants. Combien de temps faut-il pour trouver un nouveau produit? Parce que j'imagine qu'on va vers des produits qui s'allègent au niveau de la lourdeur. On sait tous que quand on se fait anesthésier la bouche, ça dure un certain temps, l'anesthésie souvent. On a quelquefois, enfin avant on en avait quelquefois pour la journée, maintenant la demi-journée. J'imagine qu'on recherche des produits qui sont plus légers. Oui, on cherche à améliorer en permanence nos formules. Ensuite, c'est des médicaments. Donc les délais de mise sur le marché, d'autorisation sont quand même relativement longs. Donc entre le début d'une idée et la mise sur le marché, il peut se passer 5 ans. 5 ans minimum pour un nouveau produit. Pour un médicament, parce que des études cliniques sont nécessaires pour une mise sur le marché. Donc en moyenne, c'est ça. Et ce qui se passe là sur la pandémie, trouver un nouveau vaccin, le vaccin Covid en 1 an, c'est une performance de recherche qui est assez remarquable. Bien sûr. On a vu que tous les laboratoires n'ont pas réussi. N'ont pas réussi, exactement. Mais surtout, cette technique de l'ARN messager, elle est remarquable, comme vous venez de le dire. Est-ce que ça vous donne des idées, à vous, Septodon, pour développer peut-être des produits à base d'ARN messager? Je ne suis pas en charge de la recherche et développement, je ne saurais pas le dire. Non, mais puis nos produits ne sont pas... Moi, à ce stade, je ne sais pas répondre. Vous ne reviendrez nous le dire si c'est pour une autre fois. Par contre, ce qui est important, c'est que vous allez investir plus de 4 millions d'euros et pour cela, vous avez obtenu d'ailleurs le soutien de la région Île-de-France à hauteur de 800 000 euros. Alors, expliquez-nous un petit peu cette recherche de financement et ce que vous allez en faire. Donc, on a un projet sur un de nos produits qui s'appelle Biodentine, qui est un produit qui permet aux dentistes de restaurer une dent et de la garder vivante plus longtemps, parce que ce produit est biocompatible avec la dentine. Et donc la dent n'a pas besoin on n'a pas besoin de la dévitaliser, vous voulez dire, de mettre un implant, donc le dentiste peut la garder plus vivante. On a beaucoup d'espoir sur cette technologie-là, qui a un vrai gain pour la santé publique. Ce produit-là, aujourd'hui, les différentes étapes de fabrication sont faites avec des sous-traitants en Italie, en Israël. Donc on a pour volonté d'améliorer le packaging de ce produit pour qu'il soit plus facile à utiliser par les dentistes et d'internaliser toute cette chaîne de valeur et de la faire chez nous en Île-de-France à Saint-Maur. Et donc on a la chance d'avoir une région assez dynamique à l'écoute des entrepreneurs et qui nous soutient sur ce projet-là. Donc quel a été justement le parcours d'écoute? Où avez-vous été frappé aux portes pour vous faire entendre? On est en contact assez régulier avec les différents acteurs de la vie économique, dont la région, dont BPI. La région a soumis après la pandémie, au mois de mai ou juin, un appel à projet pour tous les projets susceptibles de réindustrialiser l'Île-de-France. Et on a postulé à cet appel à candidature avec ce projet-là. Et c'est un vrai facteur d'accélération de décision pour nous, pour investir. En période de pandémie, on a été pas mal impacté parce que les dentistes ont arrêté leur activité. Donc un soutien de la région était assez bienvenu pour nous aider à continuer à maintenir ce projet. Parce que on va rappeler le nom de ce produit que vous venez de citer. C'est Biodentine. C'est Biodentine, donc c'est pour éviter je répète, c'est pour éviter de dévitaliser nos dents et pour qu'on puisse garder nos dents plus longtemps. C'est quand même important parce que substitut dentinaire. Ça ne repousse plus quand on est adulte, malheureusement. Voilà, donc il faut protéger ses dents, c'est comme les yeux, et l'audition. Alors, moderniser l'outil de production, ça veut dire qu'à Saint-Maur, vous pouvez vous agrandir, vous avez la place, vous n'êtes pas obligé de trouver donc d'autres terrains, vous pouvez tout faire sur place? À Saint-Maur, on a encore un peu on a des locaux, on adapte nos locaux pour pouvoir produire sur place. Oui. Et du coup, ça va prendre combien de temps cette réorganisation industrielle finalement? C'est en cours. Donc là, on est en train de faire des lots de validation. Donc c'est en cours. Et je pense qu'il y a encore 1 ou 2 ans avant que le produit soit sur le marché. Donc encore 2 ans pour que ce produit Biodentine soit sur le marché. Alors, le produit est déjà sur le marché. Ensuite, le fait d'internaliser toute la chaîne de fabrication, il vous faudra 2 ans. Ouais.
Et du coup, est-ce que c'est difficile de trouver des fonds ou est-ce que du fait que vous êtes une entreprise familiale, vous avez des banques qui vous accompagnent depuis longtemps et donc qui investissent à vos côtés? On a la chance d'avoir des banques qui sont à nos côtés et qui nous soutiennent et qui nous suivent. C'est un actionnaire familial, donc la stratégie, c'est de ne pas ouvrir le capital et de rester avec ce noyau d'actionnaires. Fidèle, donc. Fidèle. Et donc le complément de financement, on le trouve par endettement bancaire. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que c'est facile de trouver en ce moment du financement bancaire, justement? On n'a pas, ça, oui, on n'a pas eu trop de difficultés parce que nos ratios de rentabilité sont plutôt bons et on est sur un secteur qui est plutôt porteur. Donc, quand on a des bons résultats financiers, c'est plus facile. On peut dire que finalement la philosophie de Septodon, c'est de contribuer à l'économie, c'est bien ça finalement? Pour eux, c'est important de contribuer à l'économie française. Oui, c'est important pour nous. Et au-delà de l'économie, on va sur d'autres domaines sociétals. On est assez engagé sur l'apprentissage. Je crois qu'on a actuellement environ une cinquantaine d'apprentis dans nos locaux pour aider à former des jeunes. On a d'autres actions sociétales comme un peu de mécénat avec le Louvre par exemple. On a créé une fondation sous l'égide de la Fondation de France pour justement cadrer un peu toutes ces initiatives qu'on peut avoir au sujet de ce thème-là. Une entreprise a une responsabilité sociétale, c'est pas qu'un acteur économique, et on essaye d'y contribuer dans la mesure de nos moyens. Bien sûr. Et c'est ce qu'on peut dire en conclusion comme message de la part de Septodon, c'est ça? C'est la RSE? Oui, c'est une entreprise humaine, donc oui, elle s'inscrit dans le monde qui l'entoure et on essaye d'être vigilant à notre impact. Actuellement, on a une étude sur notre bilan carbone et voir ensuite comment on pourra améliorer pour être un acteur économique plus respectueux, on va dire, de la nature et de notre environnement, puisqu'on est intimement liés tous, malheureusement, ouais. C'est comme ça. Et pour Franck Cholet, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez 50 apprentis actuellement embauchés chez Septodon. Est-ce que vous avez un site internet sur lequel d'ailleurs vous avez un onglet carrière? Oui, on a sur le site Septodon Corporate, il y a un lien qui nous amène sur notre site carrière où il y a les offres d'emploi, les offres de stage. Quand vous avez une offre d'emploi, c'est là-dessus qu'elle passe? Et vous ne passez pas sur d'autres plateformes? Ça dépend des profils de poste qu'on recherche. Ça peut passer sur d'autres plateformes comme LinkedIn, le site de la région, le site France Relance. On utilise en fonction des cibles des postes les outils les plus adaptés pour essayer d'attirer les meilleurs talents. Et sinon, est-ce qu'on peut dire aux ceux qui veulent vous envoyer une candidature libre, c'est possible? Oui, il y a une adresse email à ce sujet-là, je ne l'ai pas en tête, mais il faut aller regarder sur le site. Sur le site internet, tout simplement. Merci Franck Cholet. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale et puis on va changer de sujet. On va partir dans le domaine des portails et clôtures et on reviendra avec vous un peu plus tard, Franck Cholet. J'aime bien ce morceau-là. Je sais pas, c'est quoi? Dis donc, il y en a Back in my body, Maggie encore Rogers. Ça, c'est le tube, ça. C'est de qui? Maggie Rogers. Ah oui. C'est toi qui as ton casque qui hurle comme ça? Je sais pas comment tu fais. C'est celui-là. Je crois. Il est un peu fort, le mien. Mais je sais. Attends, ça c'est les musiciens du soir, mais ils écoutent à fond. Je sais pas. Non, mais il n'y a plus personne qui soit. Hein? En fin de journée ou je sais pas quoi. Ouais. Le matin. Ils sont sourds les pauvres garçons. Donc après, en conclusion, si vous voulez dire autre chose, vous réfléchissez et puis je vous repasse la parole tout à l'heure. Si vous voulez faire un appel, je sais pas. Profitez-en. Oui, sous. Profitez-en. Non, on a couvert pas mal de thèmes, parce qu'on a couvert l'innovation, les produits. J'essaye de couvrir tous les thèmes, oui. Tout ce qu'on a évoqué.
Non, je suis ravie de vous recevoir, moi, Septodon. Vous êtes déjà venu, non? Non, Non? jamais. Oui. Non. Je croyais. Non, première fois. Bon, on voit tellement de monde. Et encore, avec la pandémie, je ne reçois plus que 2 à 3 personnes par émission, alors qu'avant, j'en recevais 4, 5. Non, mais c'est bien comme ça. Ouais, c'est plus cool pour moi aussi. Ça Hein. sert à rien d'avoir beaucoup de monde. Mais c'est-à-dire que là, en plus, on fait attention hein, à notre santé, surtout. Enfin, moi, je l'ai eu. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez eu, le Covid. Moi, je l'ai eu au mois de mars. J'attends. Non, je ne vous le souhaite Je pas. ne serais pas vacciné avant. S'il avait eu, Moi, je l'ai eu au mois de mars. vous étiez plus immunisé? Non, Il y a au bout de pas 6 raison. mois, nos anticorps n'existent plus. Alors, à ce qui paraît, m'a dit une chercheuse en neurosciences là, que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, elle disait que quand même si dans les cellules, il reste, elle garde en mémoire quelque chose. On ne sait pas quoi encore, mais à ce qui paraît, elle garderait quand même quelque chose. Donc on verra bien. Non, moi je me suis fait vacciner ce matin parce que je voudrais voir au bout de combien de temps, je veux tester, je veux voir au bout de combien de temps on met à avoir des anticorps. Mais bon, faut-il encore que j'ai droit à une deuxième dose, s'il y en a? C'est une dose russe. C'est Hmm. une dose. Non, Ah, parce que c'est la Je même. suis pas sûre qu'on ait droit à la France aux doses russes, vu l'état des relations entre la France et la Russie. On va voir. Si ça peut sauver des gens. Oui, mais la Russie, pour l'instant, elle peut pas produire non ouais, plus. non, mais ce que je veux dire, c'est que là, quand tu as un vaccin qui sauve des gens, Pour l'instant, la Russie, elle livre le Brésil, le Mexique et la Hongrie. Bah, elle vise les pays qui lui ont demandé. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas normal qu'on soit obligé d'avoir de bonnes relations pour pas profiter du vaccin, quoi. Oui, mais c'est Les peu. gens- Je sais pas. Je suis Non, pas. mais Je voilà, non, mais suis pas au niveau de l'État. Mais peut-être que l'État n'a pas envoyé de commande à la Russie. La Russie n'a pas déposé de façon de mise sur le marché. En plus, elle a pas. Oui, voilà. En plus, elle a pas mis d'autorisation de demande sur notre marché. Donc ouais, c'est. tout ça, ça joue. Hein. Quel bordel. Allez, on y retourne. Oh, je sais pas. Dégoûté. C'est ça l'économie. Ouais, Nous voici de retour au bar de l'économie, Florence Sureur au micro sur IDFM Radio Anguin, avec mes invités du jour, les entreprises familiales et leur contribution à l'économie. On a entendu tout de suite Septodon, représenté par Franck Cholet, le directeur financier de cette marque qui existe depuis plus de 80 ans, donc spécialisée bien sûr dans les produits innovants pour le monde dentaire. Et puis maintenant, on va faire parler Pierre-Yves Laurent, responsable de la marque pour l'IPI, qui conçoit et fabrique des portails, des clôtures, des mobiliers, de l'accessoire coloré ou pas d'ailleurs, depuis 1963. C'est quand même pas mal non plus, on va dire, au niveau de la durée de vie, parce que j'imagine que dans ce domaine, la concurrence est dure, Pierre-Yves Laurent. Oui, tout à fait. 60 ans, bientôt 60 ans, ça compte. C'est effectivement un domaine où il y a beaucoup de concurrence. C'est un domaine où il faut se battre tous les jours par la concurrence notamment étrangère. On y arrive grâce à notre acharnement et notre volonté, mais effectivement c'est un challenge à tous les jours. Alors, comment vous avez été donc finaliste des trophées INPI? L'INPI, c'est la société française à laquelle on dépose ses brevets, ses marques, enfin tout ce qu'il faut pour se faire protéger. Comment ça s'est passé? C'est un concours? Est-ce qu'ils sont venus vous chercher? Est-ce que c'est vous qui avez déposé un brevet et ils l'ont trouvé innovant? Alors, on travaille avec une société en protection de marques et de brevets qui nous a sollicité en disant voilà, qu'il fallait candidater pour l'INPI, et donc on a rempli le document d'enregistrement. On a tout de suite été sélectionné et on a plu assez rapidement au jury. Bon, après, il y a eu une sélection à laquelle on n'a pas assisté, évidemment. Et je crois que la démarche de design et tout ce qu'on a entrepris depuis 10 ans pour justement faire une différenciation sur le marché a été remarqué.
Alors, on va rappeler que l'INPI, ça veut dire Institut national de la protection intellectuelle, hein, bien sûr. Donc là, on protège tout, les protections industrielles comme les protections intellectuelles. Est-ce que vous êtes obligé de... Qu'est-ce que vous protégez finalement pour vous qui êtes fabricant, comme je le disais, de portails, de clôtures, de mobilier, d'accessoires extérieurs? Alors, on protège essentiellement des techniques de montage, en fait, d'assemblage. On protège aussi beaucoup de marques. On a énormément de marques déposées, ou des noms de produits. Hein. Quand on dit des marques, c'est pas que l'IPI, mais les noms de produits. Et aussi des modèles. On a quelques modèles qui sont déposés pour pas qu'ils soient copiés et qu'il n'y ait pas de contrefaçon, ce qui est quand même un problème dans notre métier. Et du coup, le cabinet avec lequel vous travaillez est chargé de regarder un petit peu tous les fabricants, voir s'il n'y a pas de copie de vos produits exclusifs. Oui, il nous protège et aussi nous guide dans les dépôts et ce qui est valable de faire en France, en Europe, dans le monde. Parce qu'on ne dépense pas dans le monde entier, ça coûte trop cher. Donc on essaie de choisir les meilleures stratégies pour avoir le moins de problèmes possible. Quelle est votre stratégie de dépôt? Parce que en fait, les Français ne protègent pas assez leur marque. Et donc, c'est important que vous en parliez. Est-ce que ça coûte cher à l'entreprise? Quel pourcentage dédiez-vous finalement? Est-ce qu'on peut parler de pourcentage dédié chaque année, en fait, dans ces produits-là? Je n'ai pas le pourcentage en tête, mais c'est effectivement, ça compte. C'est-à-dire que c'est quand même des budgets qui sont importants. C'est des budgets qu'on ne peut pas mettre ailleurs, ni dans le développement, ni dans la communication, ou dans les nouvelles technologies. C'est un budget, effectivement, de protéger. Et je pense que c'est pour ça que les sociétés françaises hésitent à le faire. Nous, on n'a pas le choix parce qu'il y a un risque, un vrai risque, d'avoir des copies de techniques. On a protégé pendant très longtemps, on avait un système de fixation entre le panneau et le poteau, un peu technique. On l'a gardé pendant des années et du coup, on a pu profiter de cette technologie-là. Qui avait quand même un avantage sur le marché. Bon, aujourd'hui, il est tombé dans le domaine public, mais ça nous a beaucoup aidé. Alors vous ne parlez pas finalement de clôture, hein, vous parlez d'espace de liberté, c'est bien ça? Exactement. Pourquoi? Alors c'est un constat qu'on a fait il y a une dizaine d'années. C'était pendant la crise de 2008. Là, tout était compliqué. Hein. L'acier, un peu comme en ce moment d'ailleurs, l'acier a doublé de prix en quelques semaines. On a dû se poser la question assez rapidement de savoir ce qu'on voulait faire de notre avenir. Et assez rapidement, on s'est dit on ne voulait pas enfermer les gens, on ne voulait pas enfermer la population et enlaidir les villes. On voulait vraiment, au contraire, que les gens vivent heureux ensemble. C'est une raison d'être pour nous. Et du coup, d'embellir les villes, de proposer de la personnalisation, de la couleur, des modèles un peu différents. Pas que du vert qu'on voit partout, mais de pouvoir proposer autre chose. Donc, tout ça, ça nous a amené justement à travailler sur le design, sur de quoi a besoin en fait, le consommateur, de quoi a besoin les bâtiments publics, de quoi ont besoin les bâtiments publics, pour pouvoir, se protéger, mais sans faire quelque chose de disgracieux. Et au contraire, de pouvoir l'embellir, on appelle de faire un écrin en fait, sur les bâtiments architecturaux, qui sont souvent clôturés aujourd'hui, on voit par des barandages, on voit les mêmes dans les zoos ou dans les écoles, c'est un peu dommage. Dans les zoos ou dans les écoles, vous dites c'est les mêmes barandages, alors qu'on pourrait personnaliser. C'est quand même les mêmes clôtures aujourd'hui qui sont utilisées. Bien sûr. Que ce soit pour des déchetteries ou pour des écoles, c'est un peu dommage. Il y a d'autres solutions et c'est ce qu'on essaye de faire, de montrer à tout le monde et de montrer aux architectes, aux prescripteurs pour qu'ils changent un peu de registre. Ce qui veut dire qu'un architecte ou un prescripteur peut venir vous voir en vous disant voilà, moi j'aimerais telle couleur, tel design, est-ce que vous pouvez me le faire? Oui, on fait de la prescription, donc on est en contact avec beaucoup d'architectes. Ils ont besoin d'avoir des produits qui sont faciles à mettre, faciles à poser, faciles à installer, faciles à entretenir, mais ils ont besoin de personnaliser les choses. Parce que c'est aussi ce que demandent les villes, en fait, hein. Les villes, au-delà de la population, mais les villes demandent parce que voilà, il y a énormément de travaux dans toutes les villes pour que les gens vivent dans un milieu, un environnement agréable. Et donc ils sont toujours à la recherche de matériel ou de matériaux ou de produits pour répondre à cette demande-là, qui est une demande qui est assez forte. Alors Pierre-Yves Chollet pour l'IPI, Pierre-Yves Laurent, pour l'IPI, votre usine de fabrication elle est installée dans la région d'Angoulême, c'est ça? Oui, alors on a 3 unités de fabrication qui sont juste à côté du siège,
proximité, tout près d'Angoulême, à Moutier-sur-Bohême, un tout petit village de France magnifique. On est assez fiers de tout faire en France, de tout fabriquer en France. On a 17 gammes de produits qui sont origine France garantie, labellisés, certifiés. Ce qui est un peu une prouesse dans notre métier aussi, parce que c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher, sourcer les produits les plus proches de chez nous, et évidemment la française pour ces gammes-là. C'est là où on voit l'intérêt d'être une entreprise familiale contribuant à l'économie française, ce qui est le cas pour vous deux, en tout cas ce matin. Tout est pour vous est fait en France, mais l'acier, vous l'importez bien, j'imagine. Alors l'acier, évidemment, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus d'acier en France, donc on est bien obligé de l'importer. On essaie de l'importer le moins loin possible pour avoir un impact le moins néfaste possible pour notre environnement, la planète. C'est une volonté du dirigeant? Oui, je crois que au-delà du dirigeant, c'est une volonté vraiment sociétale. On est labellisé Lucie, on a beaucoup de labellisations AFAC, ISO 9001, 14001. Enfin, on a toutes ces, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur de faire des produits proprement, en respectant l'environnement. On veut laisser à nos enfants une terre propre et des emplois. Et quand on dit ça change quand même beaucoup la façon de voir les choses et la conception des produits. Donc on le conçoit en Charente, parce qu'on est en Charente, avec des produits maximum français ou européens, en essayant et ça nous a d'ailleurs servi là, pendant la crise sanitaire, parce que nous on avait de la matière, contrairement à d'autres Sociétés ou d'autres concurrents, qui importaient des produits quand on a fermé les frontières, nous on avait nos produits sur place. Donc, on a pu profiter de ça. Et finalement, on a eu beaucoup d'ouverture de compte pendant cette période-là. Parce qu'on était disponible, on avait de la matière. Nous, on a continué à travailler. On s'est arrêté que 3 semaines pendant toute l'année. Donc finalement, ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas tellement été impacté par la pandémie, un petit peu quand même, grâce à cette anticipation et surtout à ce choix stratégique de faire tout Made in France. Je pense que c'est le résultat plutôt d'un travail de longue haleine depuis plusieurs années à croire au travail français en France. Là, c'est un révélateur, la crise sanitaire est un révélateur, mais c'est pas... ça nous a quand même perturbé. Il a fallu revoir la production, toutes les chaînes de production, tous les flux de matière, toutes les gestions sanitaires qu'il y a maintenant dans toutes les entreprises. On est très agile, donc on s'est réinstallé, enfin, tous ceux qui pouvaient partir en télétravail sont partis en télétravail en moins de 24 heures. Enfin, du jour au lendemain, on a pris nos bureaux, nos chaises et nos ordinateurs, on est rentré chez nous. La production a mis quelques jours à se mettre en place. Même pour les masques, une période il fallait absolument des masques qu'on ne trouvait pas en France, qu'on ne trouvait qu'en Chine, mais il fallait 3 mois pour se faire livrer. Et il y a un collaborateur qui est fan de couture et qui a décidé, on a décidé de fabriquer des masques nous-mêmes. Vous-même, pour vous, en fait. Ouais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc il a fabriqué 200 masques voilà, pour protéger tous les salariés. Parce qu'en production, on est bien obligé d'être présent. Présent. Et du coup, vous allez garder ce système de télétravail à l'avenir? Alors aujourd'hui, on est sur un système un peu hybride, c'est-à-dire qu'on laisse, on favorise le télétravail, on encourage le télétravail, on essaye de faire le juste milieu entre la sécurité sanitaire et la sécurité psychologique, parce qu'il y a quand même un certain nombre de risques psychosociaux quand on est en télétravail, sur la rupture sociale. Ça, vous le ressentez déjà? Oui, alors on a mis en place une gestion de crise pendant le confinement. Vous avez mis en place une cellule de gestion de crise? Oui, une vingtaine de personnes. Pendant tous les autres étaient en télétravail. On était en télétravail, on a fait vraiment une cellule de crise. Tous les matins, on avait 2 heures de réunion. On prenait toutes les décisions organisationnelles pour l'entreprise. Et on a mis du coup en place des cellules d'écoute aussi pour les salariés, parce qu'il y en a qui déprimaient chez eux, qui vivaient très mal le confinement. On n'a pas tous la même relation au social. Le même ressenti non plus, bien sûr. Sociale. Il y en a qui l'ont très bien vécu et qui le vivent visiblement très très bien, et d'autres qui le vivent beaucoup plus difficilement. Et donc les salariés n'ont pas hésité à téléphoner à la personne de leur choix pour exprimer ce malaise? Ce n'est pas la personne de leur choix, c'est une personne qui est aux ressources humaines chez nous, qui est spécialisée, puisqu'elle est diplômée sur l'écoute en psychologie.
Et effectivement, il y a eu des cellules en groupe, des cellules unipersonnelles, et on a favorisé aussi l'apprentissage des managers pour pouvoir écouter ses collaborateurs et être attentifs aux petits signes qui peuvent être précurseurs d'un malaise ou d'un mal-être psychosocial. Et du coup, c'est comment dire, une pratique que vous allez garder dans le futur? Je pense qu'on va garder, pour ceux qui le souhaitent, qui le peuvent. Alors, il y a des postes, il y a des métiers où c'est plus facile que d'autres. Un bureau d'études, par exemple, il faut forcément des grosses machines, des gros ordinateurs, avec beaucoup d'écrans. C'est plus compliqué, même s'ils l'ont fait et ils le font, ça se met dans un coffre, donc ça se fait relativement facilement. Ceux qui voudront continuer sur ce schéma hybride le feront. Par contre, on encouragera de plus en plus à revenir au bureau pour avoir des réunions entre nous, pour prendre des cafés, pour en discuter, pour pouvoir voir du monde et être un peu plus dans le cœur de l'action et un peu plus dans le cœur de plus être entre ensemble pour mieux se développer en fait. Comment fait-on pour obtenir vos produits? Vous fonctionnez par où peut-on les trouver? Est-ce que ce sont des distributeurs spécialisés ou bien vendez-vous en grande surface? Alors on vend essentiellement aux professionnels de la pose de clôture, aussi aux paysagistes par exemple. On vend essentiellement, aussi l'autre grande partie, ça va être les marchands de matériaux, des grandes enseignes, mais plutôt spécialisées dans le bricolage. Donc ce ne sont pas les chaînes où les particuliers vont acheter leurs produits? Si, c'est accessible aux particuliers, hein, mais c'est pas les grandes enseignes de bricolage qu'on a en tête. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, Pierre-Yves Laurent, pour l'IPI? Quels sont les besoins de l'IPI en ce moment? Quel est l'objectif visé? Alors on a plusieurs objectifs. On a un objectif de développement assez important. On a créé il y a quelques années un réseau de distribution propre, franchisé, sous le nom d'IPI. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de franchisés en France. Donc on recherche évidemment d'autres indépendants qui voudraient se lancer dans l'aventure, parce que le métier de clôturiste n'existe pas. Hein. Il y avait le métier d'ébéniste à maintenant cuisiniste. Et on a un peu le même problème dans la clôture, c'est qu'il y avait les clôturistes, mais c'est pas encore un métier, il n'y a pas encore vraiment de réseau de vente de clôture. Mais ceux qui font des portails ne font pas systématiquement de la clôture? Ils font que la façade en fait, ils font qu'une toute petite partie de la clôture. Et ceux qui font des portails ne font pas une mairie, la clôture d'une mairie, d'une école, etc. Il y a toute la périmétrie à faire, tout l'aménagement. Nous, on fait l'intégralité de ça. Donc, on recherche des gens qui veulent se lancer dans cette aventure. Nous, on est là pour... Voilà, l'appel est lancé. Oui. Nous, on est vraiment convaincus de ça parce que ça nous prend au cœur, mais c'est une belle aventure. Et du coup, si on est indépendant et qu'on est intéressé pour installer des portails, des clôtures, comment fait-on pour vous contacter, Pierre-Yves Laurent? On a un site internet où il y a une partie sur les concessions. Il y a un dossier pour le recrutement de concessionnaires. Il faut poser un dossier et on étudiera le dossier, toute une procédure qui est en place. Bien sûr, ça c'est une procédure à respecter. Alors vous faites aussi des mobiliers et de l'accessoire. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on peut vous demander? Alors en fait, pour l'instant, on est essentiellement sur la clôture et sur l'accessoirisation des clôtures elles-mêmes. L'idée est évidemment de prendre de plus en plus de place sur la partie horizontale de l'espace, donc de faire des bacs à fleurs, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est plutôt des choses qui s'accrochent ou qui sont mobiles, mais on est en train justement de développer avec la designer intégrée et puis le bureau d'études pour développer ces produits-là. Parce qu'il y a une demande sur ça. On travaille essentiellement sur ces projets-là. Alors je vais poser une question qui est peut-être bête, mais est-ce que tout est fait en acier ou est-ce qu'il y a d'autres matériaux qui sont utilisés pour vos fabrications? Oui, c'est pas bête du tout. Nous, on travaille historiquement l'acier. Il y a des parties de produits, des poteaux par exemple, qui sont en aluminium aussi, pour des raisons pratiques et de résistance peut-être? Technique. Alors, résistance, non. C'est aussi solide l'un que l'autre. En bord de mer, par exemple, on peut aussi bien mettre de l'acier que de l'aluminium. Dans l'esprit des gens, effectivement, l'aluminium rassure. Nous, ça fait 50 ans qu'on pose des clôtures.
culture en bord de mer, et on n'a pas plus de retour que ça, pas plus qu'au milieu de la Creuse, donc c'est pas... Quand c'est bien traité, on est quasiment sur des qualités automobiles, donc on n'a pas de problème de corrosion. Donc on a passé l'appel à recherche donc de gens qui voudraient évidemment travailler avec vous. Et là pour ça on va sur votre site internet, c'est ce que vous avez dit. Et à quel autre appel voulez-vous lancer en conclusion, Pierre-Yves Laurent, pour l'IPI? Écoutez, nous l'appel ça va être plutôt... on a une problématique. En vrai, on a une problématique, c'est de recruter. Aujourd'hui, recruter, c'est très compliqué parce qu'on est en province et qu'on est dans une petite ville. On cherche par exemple des soudeurs. On est toujours en perpétuelle recherche de soudeurs. C'est quelque chose qui est très rare en France, visiblement. Et on en a besoin parce qu'on a une croissance qui est assez importante. Et on a besoin de cette main-d'œuvre. Sans cette main-d'œuvre, on ne peut pas produire. Est-ce que vous pourriez prendre des apprentis et les former, comme fait Septodon? Oui, on le fait. On prend beaucoup d'apprentis. On en prend de plus en plus. On a des intérimaires aussi, beaucoup. Mais on a parfois besoin, là par exemple, on a besoin de passer en 3-8. On a besoin d'avoir des équipes qui soient formées pour ça. Donc, combien de temps faut-il pour devenir un bon soudeur? Alors soudeur, je ne sais pas, mais à partir du moment où on a un bon soudeur, l'intégrer chez nous, il faut plusieurs semaines pour qu'il maîtrise le bon geste. Oui, les bons gestes, les procédures, tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc on a fait un appel. Dernière question, si vous voulez bien, Pierre-Yves Laurent, vous nous avez dit que vous distribuez via les grandes plateformes de matériaux, en fait, et puis les indépendants. Le digital, où en est le digital chez l'IPI? Est-ce que c'est un objectif à moyen terme, à court terme, à long terme? Alors c'est un objectif, c'est des projets qui sont en réflexion. On a quelques tâches à faire avant de se lancer dans cette aventure-là, mais elle est fortement probable. Donc finalement, vous faites partie d'entreprises qui ne sont pas digitalisées, hein, c'est ça existe encore, parce que vous n'en avez pas ressenti pour l'instant vraiment le besoin, mais là ça y est, vous commencez à voir que c'est important. C'est-à-dire qu'on est fabricant, on est producteur, fabricant, on n'est pas distributeur. Nous, notre métier, c'est de fabriquer de l'acier et d'expédier des camions complets. Donc, la distribution aux particuliers, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est une logistique différente. C'est du tracking de produits. Voilà. C'est vraiment un process qui est différent. Donc, on est en train justement de travailler sur ces process-là pour pouvoir arriver à terme à faire de la vente en direct. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous avez encore plein d'objectifs de développement en France. Oui. Et donc, c'est pas utile pour vous d'aller chercher des marchés à l'étranger? Alors, si, toujours, on a fait beaucoup d'exports. On travaille encore avec l'Afrique du Nord, toute la partie Maghreb de l'Afrique. On travaille aussi avec les dom-toms, mais c'est un produit qui voyage mal parce qu'il y a beaucoup, sur un grillage de clôture, il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup de vide. Et dans un container, ça coûte finalement très cher de l'envoyer à l'autre bout de la Terre. Merci beaucoup pour tous ces commentaires. Moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Cette émission s'achève. Merci pour votre présence à tous les deux aujourd'hui.